Chers compatriotes, en cette année 2020 qui commence, il me plaît de renouer le contact, au fin non seulement de recommencer à échanger avec vous après les années de silence que je me suis imposé, pour prendre le temps, tant de l'introspection que de la réflexion, qui m'a permis de produire, par exemple, ce livre, Le Gabon en danger. Un livre très important pour l'histoire du Gabon, parce qu'il résume de manière scientifique, avec des arguments scientifiques, la débâcle qui a été celle du Gabon sous le règne dictatorial des Bongo Ndimba. Et voilà pourquoi j'ai parlé d'un Gabon en danger. Un Gabon qui a raté son devoir de réforme et qui, aujourd'hui, est malheureusement condamné, qu'on le veuille ou pas, à une obligation de violence. Hélas, tout cela parce qu'une seule famille, un seul clan, pendant 52 ans, a voulu s'imposer à toute une nation. Mais le résultat a été quoi? Justement, ce que j'ai appelé dans cet ouvrage une république monarchique bananisée en état de déliquescence. Je voudrais même dire de déliquescence chronique. Oui, pour échanger avec vous, mais également pour explorer avec vous les voies et moyens qui s'imposent à nous aujourd'hui dans le cadre du changement démocratique que nous attendons tous. Sur le plan du changement, j'ai envie de dire que 2020 se doit de devenir, pour les combattants de la liberté qui y croient encore, l'année de la convergence des combats, l'année d'une solidarité des luttes qui nous permettra ensemble, chacun selon ses capacités et ses moyens, de venir à bout du régime des Bongo. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais d'abord, avant que de continuer, étendre nos pensées vers les prisonniers politiques qui, 3 ans après les élections de 2016, se trouvent toujours enfermés dans les geôles du dictateur. Nous étendrons aussi nos pensées et nos amitiés à ceux qui en sont aujourd'hui sortis, même si nous pouvons déplorer que ceux pour qui ils ont fait ces sacrifices, dans certains cas, n'aient pas fait plus pour obtenir leur libération, ou au moins utiliser leur emprisonnement comme des moments déclencheurs qui auraient pu contribuer à la libération du Gabon depuis au moins 2016. Il demeure néanmoins que, à ceux-là qui, comme Landry Amiens, Zibi Bertrand et tant d'autres, qui ont fait et font toujours la prison pour leurs convictions, nous devons notre solidarité. Mais pour ce nouvel an, chers compatriotes, je ne m'attarderai pas sur ce que j'appelle généralement les biafreries d'Ali Bongo et du clan bongoïste. Je voudrais passer plus de temps dans ce discours à parler de comment nous devons nous y prendre pour réorganiser l'opposition gabonaise, pour qu'elle devienne non plus une opposition de compromission et d'éternelle jérémiade, mais une opposition de combat. Ceci parce que les biafreries des Bongo, nous les connaissons, elles durent depuis 52 ans. Y passer du temps sans
rien proposer d'autre. C'est un peu perdre du temps à devenir de simples commentateurs d'actualité, là où, bien au contraire, l'actualité devrait nous pousser, non plus vers le commentaire politique, mais plutôt vers la révolte et ensuite vers l'action libératrice. Un vrai combattant ne doit pas passer tout son temps à commenter l'actualité, se contenter de dire que Ali Bongo est mort et que c'est un sosie qui dirige le Gabon, ne sert strictement à rien. Si, après ce constat, l'on ne propose pas une action visant à arracher le Gabon du clan des Bongo, se contenter de passer des journées entières sur Facebook à commenter les méfaits et les entrefaites de la cruche et acolytes, détournant des milliards de nos francs, ne sert strictement à rien pour le combat. Si ce constat n'est pas immédiatement suivi d'un sentiment de révolte, puis d'une action, j'allais dire insurrectionnelle, visant à reprendre en main le Gabon par un changement de régime immédiat. Autrement dit, mes chers compatriotes, qu'y a-t-il de nouveau à dire sur le régime des Bongo? Depuis 52 ans, ce régime meurtrit le Gabon et vend notre pays au plus offrant. Depuis 52 ans, ce sont les mêmes promesses. On a même entendu à son époque cette stupidité de Omar Bongo. Oh, comme quoi, oh, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire ceci, cela. Et après, on a vu quoi? Rien. Omar Bongo est allé mourir comme un rat au Maroc. Parce que incapable de construire même un hôpital bicoque chez lui. Un hôpital qui eût pu lui sauver la vie. Et maintenant, Ali Bongo vous dit, oh la corruption c'est fini, la corruption n'a plus de place au Gabon. Alors qu'il est le plus gros corrompu du groupe. Techniquement, il devrait commencer par se foutre lui-même en prison. S'il veut vous montrer sa sincérité. Mais nous, les Gabonais, on ne se laissera plus berner par ces mises en scène. 52 ans de cinéma bongoïste, ça suffit. Surtout quand on veut nous faire croire que la cruche a pu organiser tout ce cinéma qui a amputé le Gabon de 85 milliards de francs CFA, sans la complicité du clan des Bongo. Non, mes chers compatriotes, l'on ne doit plus gober ce cinéma. On ne doit plus se laisser détourner, distraire par ce cinéma. La vérité est plutôt celle-ci. Comme je l'ai toujours dit, rien de bon ne pourra arriver au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir. Cette vérité est restée inviolable. Rien de bon ne pourra se passer au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir. La solution relative à ce constat est plutôt simple. Si rien de bon ne peut arriver au Gabon tant qu'un Bongo sera au pouvoir, il s'ensuit automatiquement, et j'allais dire mathématiquement, que Bongo doit partir. Ali Bongo doit partir, le clan des Bongo doit partir, et avec eux, tous les affidés qui les aident à tuer le Gabon. Chers compatriotes, le système Bongo a toujours été, comme le dirait le chanteur congolais Zao, un système cadavéré. Sur le plan de la gestion du Gabon, cadavéré. Sur la moralité, cadavéré. Sur la compétence, cadavéré. Parlement, cadavéré. PDG, cadavéré. Cour constitutionnelle, cadavéré. Et des gens comme Mburanzo, cadavérés. Évidemment, Omar Bongo, qu'est-ce qu'il fut? Il fut cadavéré, incapable. Et aujourd'hui, Ali Bongo, cadavéré au propre comme au figuré. Non, chers compatriotes, tous les Bongos, ce sont de vrais nullards. Morts ou vifs, ils sont foncièrement inutiles pour la société. Ils doivent donc partir. Et les Gabonais se doivent désormais
de se concentrer, non plus sur les distractions que le régime des Bongo leur offre pour les détourner de l'essentiel, mais véritablement sur les méthodes et les méthodologies de combat qui mettront fin immédiatement à la malédiction bongoïste qui sévit au Gabon depuis 52 ans. Alors sur le sujet du changement, je l'ai dit plus haut et je le répète, 2020 se doit de devenir, pour les combattants de la liberté qui y croient encore, et j'insiste, pour ceux qui y croient encore, l'année de la convergence des combats, l'année d'une solidarité des luttes qui nous permettra ensemble, chacun selon ses capacités, chacun selon ses moyens, de venir à bout du régime des Bongo. Parce que nous ne devons plus décourager les luttes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur forme. J'encourage chacun dans sa forme de lutte. Que ceux qui veulent continuer à résister dans la diaspora, organiser des marches devant l'ambassade du Gabon aux États-Unis ou en France, au Trocadéro ou ailleurs, que ceux qui veulent, tant bien que mal, continuer leur lutte, sur le terrain même au Gabon, ou sur Facebook, se sentent libres de le faire. Tout cela participe du combat que nous devons tous mener. Aucune lutte n'est plus importante qu'une autre. Dans tous les combats, il y a ce qu'on appelle la spécialisation. Il y en a qui seront bons pour écrire et informer les autres, et il y en a qui seront bons pour l'action de terrain. Nous ne devons plus décourager aucune forme de lutte, dès lors qu'elle serait sincère. Et c'est là le mot-clé, je crois, le plus important que doivent retenir tous ceux qui se disent opposants, chers compatriotes. La sincérité. La sincérité de la lutte, la sincérité des actions, la sincérité des convictions. Sans sincérité des combats et sans sincérité des convictions, il n'y aurait aucune possibilité de convergence des luttes. Sans sincérité du combat, il n'y aurait aucune solidarité des luttes. Ce que cela donnerait, hélas, ce sont les fourre-tout politiques habituels qui ont fait jusque-là non seulement l'échec, mais aussi la faiblesse de l'opposition gabonaise. Et c'est cela qui a permis au régime non seulement d'infiltrer les combattants, d'infiltrer les combats, mais aussi de les immobiliser dans l'inaction. Mais aussi, chers compatriotes, évitons de nous transformer en spécialistes du Congo-Sac gratuit, qui nous mène généralement dans le culte de sac de la désinformation. Si nous faisons tous le relais des sources sûres, qui nous jurent tantôt que la mort, Ali Bongo est mort, ou nous annoncent que le Gabon est dirigé par un sosie, ou encore nous révèlent de sources toujours sûres, toujours de sources sûres que il y a tels scandales ici, voilà. Ou alors, ou même nous annonce que, et sans preuve, que Jean Ping peut encore prendre le pouvoir après 3 ans d'attente infructueuse. Si nous continuons à semer ce type de désinformation, chers compatriotes, nous tuons nous-mêmes notre propre capacité à lutter. Parce que ce que cela cause, c'est une attente qui fera que, 3 ans déjà passés, 4 ans, 5 ans, 6 ans, on sera dans l'attente immobile. Et personne ne songera à organiser un autre type de lutte. Parce que nous serons tous tellement mobilisés dans l'attente et non pas l'action. Dire que Jean Ping peut encore prendre le pouvoir 3 ans après. Par quel miracle? Mais si nous restons accrochés à ce fantasme, autant laisser le pouvoir au Bongo. Donc, la désinformation, le Congo-ça, qui immobilise le peuple dans la léthargie politique, les désorganise, les démobilise, parce qu'on va continuer à faire croire que Jean Ping peut prendre le pouvoir. Mais c'est ça le danger du combat aujourd'hui.
Le danger, c'est ça qui va faire qu'Ali Bongo gagne du temps. Et si on continue comme ça, je crois que le régime des Bongo n'aura trouvé meilleurs alliés que ces Congo-sœurs qui ne cessent de semer la désinformation gratuite. Hein, souvent dans le but d'immobiliser les Gabonais dans l'attente de solutions miracles qui ne viendront jamais. Et pendant que l'on attendra ces solutions miracles, eh bien, le régime gagnera du temps et les années passeront. En fait, si j'étais le régime des Bongo, mon arsenal stratégique serait constitué de ce type de désinformation qui ferait croire aux Gabonais, par exemple, que Jean Ping peut encore prendre le pouvoir au Gabon parce que ouais, les Européens viendront lui offrir ce pouvoir sur un plateau d'argent sans que les Gabonais se soient battus pour cela. Non, mes chers compatriotes. Ce sont là des fantasmes que je crois même que le régime implante dans vos têtes sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez des gens venir faire leur live, hein, leurs vidéos, et vous dire, ouais, Jean Ping va prendre le pouvoir, il y a telle chose, Jean Ping va prendre le pouvoir. Non! Je peux vous jurer que des bongos, les gens de bongo, les bongoïstes là, sont capables de maintenir cette idée fausse uniquement pour vous empêcher de vous organiser autrement. Parce que tant que vous êtes coincé, hein, dans l'inaction qui consiste à attendre que le pouvoir tombe du ciel, eh bien vous êtes inutile pour le combat politique. C'est-à-dire que quelque part, pendant que vous attendez la prise de pouvoir de Jean Ping, personne d'autre ne peut vous mobiliser pour d'autres types de combats. Et les bongoïstes pourraient s'organiser pour semer ce type de désinformation, de telle sorte qu'en la fin, eh bien, 2023 va nous trouver toujours en train d'attendre la prise de pouvoir de Jean Ping. Donc, mes chers compatriotes, ne croyons plus à ces fantasmes. Ce que nous devons faire, c'est dire oui, si il y aura le miracle de la prise de pouvoir de Jean Ping, ben, tant mieux, puisque ça viendra de miracles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'effort à faire à ce niveau. Mais juste comme plan B, ceux qui pensent que bon, Jean Ping peut peut-être prendre le pouvoir, mais pour être sûr de changer ce régime, de chasser les bongos, organisons quand même une autre lutte, une autre forme de lutte pour nous assurer que ce régime va vraiment s'écrouler. Tant qu'on attendra la prise de pouvoir de Jean Ping, il sera impossible de mobiliser les Gabonais pour autre chose. Mais les Gabonais doivent savoir que les Européens ne viendront pas offrir le pouvoir à Jean Ping sur un plateau d'argent sans que les Gabonais se soient battus pour cela. Alors, et comme le régime sait que ce Congo-ça va immobiliser les Gabonais dans l'attente vaine, eh bien, ils savent aussi que les Gabonais vont oublier de s'organiser pour une prise de pouvoir, comme je le dis toujours, par la force démocratique de la rue. Je vais revenir sur ces idées tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir ici, chers compatriotes, est qu'une lutte comme celle qui nous attend exige que nous passions de l'étape du commentaire à l'étape de l'action. L'étape de l'action concertée, l'action préparée, organisée, loin des émotions. Une lutte digne de ce nom consiste d'abord à faire des bilans. Sur ce point, voici ce que nous savons au moins depuis 1990. Nous savons que le Gabon ne changera pas par la bonne volonté des bongos. Je le répète, le changement au Gabon ne viendra pas par la bonne volonté des bongos. Ça, nous le savons. C'est un constat bilan. Nous savons aussi que le changement au Gabon ne viendra pas par les urnes. Si il y en a qui se posaient encore des questions là-dessus, 2016 l'a prouvé. Le Gabon ne changera pas par les urnes. Le Gabon ne changera pas non plus par le miracle de Jésus-Christ.
ou la grâce de la Vierge Marie qui viendrait sur terre, aller au chevet d'Ali Bongo pour dire, oh mon fils, tu as fait assez de mal comme ça, va-t'en. Et Ali Bongo comme ça va se lever un beau matin pour dire, ouais, j'ai été transfiguré par la grâce de la Vierge Marie, je m'en vais. Non, on ne verra pas ça. Et les Martiens non plus ne viendront pas au Gabon pour changer le Gabon à notre place. On va également dire que le changement au Gabon ne viendra pas parce qu'on a des carnets d'adresses ou des amis au sein de la communauté internationale. Depuis 1990, on a vu les balais de nos hommes politiques allant en Europe, voilà, j'ai des amis parlementaires, et ainsi de suite. Mais cela fait 30 ans que nous essayons et les carnets d'adresses n'ont pas marché et la communauté internationale n'a pas été là pour accompagner ce que les Gabonais attendent, hein, de leur pays, c'est-à-dire une démocratisation sans phare qui leur permettrait de choisir l'homme qu'il faut, l'homme pour lequel, ou la femme pour lesquels ils auront voté. On a aussi vu que, bien qu'un minimum de moyens soit nécessaire, le simple fait d'avoir de l'argent ne suffit pas non plus si on n'ajoute pas au combat que l'on dit mener une autre dimension. C'est là même qui permet aux Gabonais de comprendre que le changement, c'est eux-mêmes. Et que le changement ne viendra que lorsque chacun d'entre nous aura compris qu'il détient une parcelle du pouvoir et de la capacité qui nous permettrait ensemble d'en finir. Je le répète, chers compatriotes. Le changement ne viendra que quand chaque Gabonais comprendra que le changement, c'est lui-même. Et le changement ne viendra que lorsque chacun d'entre nous aura compris qu'il détient une parcelle du pouvoir et de la capacité qui nous permettrait ensemble d'en finir. S'il y a une chose que 2016 nous a apprise, c'est qu'au Gabon même, quand on gagne, même quand on gagne, on perd. 2016 nous a appris cette leçon. Au Gabon, même quand on gagne, on perd. Comme en 1993, comme en 1998, comme en 2005, comme en 2009. 2016, l'élection présidentielle de 2016 ne pouvait donc faire exception. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, chers compatriotes, que 2023 ne fera pas exception non plus. Il va donc falloir que nous nous rééduquions aux réalités du combat qui nous attend. Cette rééducation va consister d'abord à faire attention même aux mots que nous utilisons, si nous voulons éviter, encore une fois, de nous laisser entraîner dans des cul-de-sac politiques, savamment orchestrés par le régime en place, parfois en complicité avec ses agents infiltrés au sein de l'opposition, avec comme seul objectif de semer la confusion et de faire croire à des changements miraculeux qui, au final, se révèlent toujours être de véritables fantasmes visant à endormir le peuple et à l'éloigner de toute velléité insurrectionnelle. Et je suis inquiet, surtout quand j'entends l'usage tronqué que nous faisons en politique de certains mots. Les mots sont importants, les mots qu'on utilise sont importants. Ils déterminent la nature de notre messagerie politique quand on les utilise maladroitement. On contribue à la confusion politique qui ne cesse de dérouter les Gabonais. Commençons par l'idée qui commence à émerger ici et là, qu'il faut préparer l'élection présidentielle de 2023, qu'il faut trouver des candidats. Mais mes chers compatriotes, vous aussi,
À quel moment allons-nous apprendre les leçons politiques de ces 30 dernières années au Gabon? Donc, alors même que certains se battent encore pour mettre leur président élu au pouvoir, il y en a d'autres qui, ignorant les leçons de 1993, 1998, 2005, 2009 et donc aujourd'hui 2016, il y en a d'autres qui, ignorant ces réalités, ces leçons, pensent encore au Gabon d'aujourd'hui, que c'est par les urnes ou en positionnant des candidats pour des élections perdues d'avance qu'ils feront mieux qu'un Babosol en 1993, hein, Pierre Mamboundou en 1998 et 2005, André Mbobam en 2009 et Jean Ping en 2016. Vraiment, vous pensez que ces 30 dernières années ont été inutiles et que nous ne devons pas tirer leçon de cette réalité? Mais mes frères et sœurs, si vous croyez encore, après les déboires de Jean Ping, que vous aurez une meilleure occasion de prendre le pouvoir par la simple force démocratique des urnes, si vous y croyez encore qu'au Gabon, on peut gagner le pouvoir par les urnes, que le régime acceptera sa défaite simplement parce que, voilà, vous avez été aux élections, et que le régime comme ça vous dira, bon, oui, on a perdu, on vous donne le pouvoir. Si vous y croyez encore, dans le Gabon de 2020, chers compatriotes, c'est qu'en réalité, j'ai envie de dire que vous ne travaillez pas pour la libération des Gabonais. Qui au Gabon peut encore, enfin je dis, j'ai envie de dire, qui au Gabon peut se targuer d'avoir eu meilleur contexte que Jean Ping pour prendre le pouvoir? Je répète, qui au Gabon, qui au Gabon peut se targuer d'avoir eu meilleur contexte que Jean Ping pour prendre le pouvoir? Qu'est-ce qui a manqué à Jean Ping? Rien. Soutien populaire, Jean Ping l'a eu, toute ethnie confondue, avec des scores monumentaux dans le Wellington et d'autres provinces. Jean Ping a fait mieux que tous les candidats avant lui. Et pourtant, où en est-on aujourd'hui? Il n'a pas pris le pouvoir, chers compatriotes. Signe que l'élection n'est pas ce qui mène à la prise de pouvoir au Gabon. Moyens financiers, Jean Ping les a eus, probablement plus que tous les autres candidats avant lui. Hein. Jean Ping avait des moyens financiers considérables. Et pourtant, ces moyens financiers-là n'ont pas suffi. Transparence électorale? Oui, qu'on le veuille ou pas, c'est la première fois, il faut le reconnaître, dans l'histoire politique du Gabon, que le régime des Bongo n'a pas pu cacher le résultat des élections. 2016, c'est la seule année électorale dans l'histoire politique du Gabon où le régime n'a pas pu cacher le résultat des élections. En fait, parce que le résultat réel des élections, qui donnait la victoire à Jean Ping, ne pouvait se cacher dans ce contexte où les technologies de la communication et les réseaux sociaux ne pouvaient plus permettre au régime de dissimuler les résultats. Le régime a totalement concédé avoir perdu l'élection, non seulement dans la diaspora, mais aussi dans 7 provinces du Gabon sur 9. Ceci est important et inédit. C'est la première fois qu'on a vu le régime reconnaître sa défaite dans des provinces du Gabon. J'ai envie de dire autant de provinces du Gabon. 7 provinces sur 9 et la diaspora. Et c'est aussi devant les yeux de tout le monde, du monde entier, que les Bongos, acculés à cette réalité qu'ils ont perdu 7 provinces plus la diaspora, eh bien, ils sont allés dans le Haut-Ogooué, la seule province où ils pouvaient manipuler les scores pour nous y pondre un résultat stalinien que tout le monde savait faux et mathématiquement insensé, y compris la communauté internationale. Et vous pensez encore
que vous pouvez réussir à prendre le pouvoir par les urnes au Gabon en 2023, là où Jean Ping, le candidat qui avait tout pour réussir, n'a pas pu le faire en 2016? Et pourtant, pour une fois aussi, dans l'histoire du Gabon, l'opposition a eu, il faut le reconnaître aussi, le soutien de l'Union européenne. Oui, Jean Ping l'a eu, ce soutien, vu que l'Union européenne, contrairement aux élections passées, n'a jamais déclaré ni reconnu la victoire d'Ali Bongo. Souvenez-vous-en. Ils n'ont jamais reconnu la victoire d'Ali Bongo. Ce fut là, à mon avis, un clin d'œil à Jean Ping, où les Européens lui disaient, si tu veux ce pouvoir, c'est dans la rue que tu devras aller le conquérir. Nous ne pouvons pas reconnaître la victoire d'Ali Bongo et nous ne pouvons pas reconnaître la tienne officiellement. Mais tu vois bien que nous sommes en train d'appuyer ici en disant que les mathématiques d'Ali Bongo ne marchent pas. Et que s'il n'était pas allé tripatouiller au Haut-Ogooué, Jean Ping serait en avance. C'est une manière de dire à Jean Ping, tu es en avance, mais nous ne pouvons pas nous prononcer. Les Européens attendaient que les Gabonais aillent dans la rue, conquérir ce pouvoir-là. Et ce n'est qu'après qu'ils allaient venir en appui. Mais malheureusement, nous n'avons rien fait. Nous avons continué à aller pleurnicher devant la communauté internationale, devant le Parlement européen, alors même que cette communauté internationale nous demandait, à mots à peine voilés, d'aller dans les rues du Gabon, conquérir ce pouvoir qu'elle savait ne sera jamais obtenu par les urnes ou la négociation. L'Union européenne le savait. Et voilà que sans même apprendre cette leçon, qui nous dit que les élections ne servent à rien au Gabon et qu'on n'a même pas besoin d'attendre les élections pour libérer le Gabon, on veut déjà détourner les Gabonais. Déjà. Et le plan marche à chaque fois. On veut déjà détourner les Gabonais vers le cul-de-sac de l'électoralisme vain, en faisant encore croire qu'on peut prendre le pouvoir au Gabon simplement parce qu'on aura été candidat à l'élection présidentielle de 2023. Et avec cette stratégie, on veut déjà détourner les Gabonais qui rêvent d'élections pour qu'au cours des 3 années qui restent avant 2023, tout le monde parle des élections au lieu d'organiser le combat. Non, mes chers compatriotes, il faut arrêter avec ce cinéma. Nous devons arrêter avec ce cinéma. Nous devons éviter de nous faire manipuler par ces stratagèmes que le régime, mais aussi ses complices, tapis au sein de l'opposition, dont certains feront des lives sur Facebook pour vous dire, oui, préparons déjà une nouvelle élection, parce qu'on veut vous faire perdre le fil conducteur de votre lutte politique, qui doit aujourd'hui vous faire réaliser que ce ne sera pas par les élections que l'alternance viendra au Gabon. Et voilà pourquoi je m'étonne aussi de voir ici et là des gens commencer à demander la vacance du pouvoir. Mais vous aussi. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention aux mots que vous utilisez. Sauf si vous avez inventé un autre Gabon. Nous savons tous que, même avec le chiffon constitutionnel en vigueur actuellement au Gabon, la vacance du pouvoir impose une transition politique que doit coiffer le président du Sénat, qui se doit alors d'assurer l'intérim jusqu'à la prochaine élection. Ceci veut dire qu'au Gabon, on ne nomme pas les présidents de la République. Donc espérer que, voilà, parce qu'il y aurait vacances, le pouvoir irait à Jean Ping ou je ne sais qui d'autre, juste comme ça, comme si on nommait des présidents au Gabon. Non, ça c'est un autre fantasme.
Au Gabon, on ne nomme pas les présidents de la République. La seule manière de sortir du cadre constitutionnel qui permettrait à quelqu'un d'autre que le président du Sénat d'assurer l'intérim et donc la transition qui préparerait le Gabon à de nouvelles élections, la seule manière de sortir de ce cadre constitutionnel passerait nécessairement par des moyens extra-constitutionnels, tels le coup d'État, la rébellion armée qui finirait probablement dans une guerre civile en bonne et due forme, ou alors l'insurrection populaire non armée. Ça veut donc dire que l'élection en elle-même n'est pas la bonne voie. Parce que voyez-vous, quand on parle donc d'une transition qui obéirait aux paramètres de la Constitution actuelle, cela veut simplement dire qu'il faut envoyer les Gabonais à une nouvelle élection. Donc la vacance que les gens demandent a une mathématicité avec elle, qui veut dire qu'en fait, dès qu'on dit vacances, on dit nouvelle élection. Ça nous ramène encore une fois à ce que j'ai dit, c'est-à-dire, si nous, on demande la vacance, c'est que nous demandons une nouvelle élection. Et si on va à une nouvelle élection, mes chers compatriotes, après 2016, est-ce que vous croyez que vous pourrez prendre le pouvoir par les urnes cette fois? Si en 2016, on en a été incapable, alors que Jean Ping avait les meilleurs atouts qu'ait jamais eu un opposant politique au Gabon. Si Jean Ping n'a pas pu, vous croyez que dans le cadre d'une nouvelle élection, c'est par ça que vous pourrez obtenir le pouvoir? Donc, il ne nous reste que les options fortes, mes chers compatriotes. Mais vu que pour plusieurs raisons, la guerre civile est mathématiquement impossible au Gabon, ou du moins prendrait des années à organiser, et que le coup d'État aussi est un peu compliqué, parce que bien que possible, il reste improbable, et aussi trop compliqué à organiser. Alors une fois qu'on a écarté ces solutions compliquées, comme la guerre civile, parce que ça demanderait d'avoir une armée de rébellion, qu'il faut nourrir, armer et avoir la capacité de soutenir ce combat pendant un certain temps. En dehors de ces solutions fortes, il n'y a au final que l'insurrection populaire qui ressort de l'analyse comme la solution la plus possible et la plus probable au Gabon, pour la simple raison qu'elle peut s'organiser rapidement et avec peu de moyens, car tout ce que cela demande, c'est des leaders capables d'organiser le peuple et un peuple capable de suivre les mots d'ordre de ces leaders, dans le cadre d'une action non plus improvisée, mais une action concertée, qui serait organisée et savamment préparée, puis déployée. Et comme au Burkina Faso, cela prendrait une simple semaine ou deux au Gabon, à mon avis, pour mener à la chute du régime des Bongo. Mais il y a aussi ceux qui, ici et là, sans combat mené et sans avoir jeté dans les rues la moindre petite pierre qui eût pu forcer le régime, au minimum, à des concessions démocratisantes, nous parlent déjà de négociations, de réconciliation nationale, de partage du pouvoir. La question devient alors, qu'est-ce qui est nouveau dans une telle démarche? Et en quoi de telles démarches conciliatrices avancent-elles le combat de libération nationale que les Gabonais en réalité doivent mener? Il me semble que nous pratiquons le sport des dialogues, des réconciliations nationales et des gouvernements d'union nationale qui, depuis au moins 1990, ça fait 30 ans qu'on pratique ce sport-là. On a vu les Mbabesol et dernièrement les Boukanyi Wangou aller à la soupe, manger avec les Bongo, non? Qu'est-ce qui a changé? Non seulement rien n'a changé, mais nous savons aussi que quand on rentre dans le régime des Bongo, on ne peut plus en ressortir avec les convictions qu'on avait au moment où on y est entré.
Ce que cela veut dire, c'est qu'on ne change pas le régime des bongos. C'est le régime des bongos qui vous change et qui vous pourrit. Voilà pourquoi, malgré les 6 invitations qui m'avaient été faites à l'époque par Omar Bongo et Ali Bongo, au cours des années, pour aller les rencontrer, j'ai toujours refusé, moi, car je ne veux pas finir pourri, comme des gens comme Mukanyi Wangou et consorts. Non, j'ai trop de dignité pour ma personne. Non, mes chers compatriotes, il nous faut une rupture absolue d'avec le régime des bongos. Quand on veut chasser un régime du pouvoir, on recherche la rupture. Il n'y a aucune théorie politique digne de ce nom qui vous dira que pour vaincre un régime de dictature, il faut s'allier avec ce régime ou négocier avec lui ou participer à ses gouvernements tant que ce régime est en position de force. Il n'y a rien aujourd'hui qui indique que le régime des bongos est en position de faiblesse. Il faut d'abord le mettre en position de faiblesse. La logique combative veut que l'on mette d'abord ce régime hors d'état de nuire ou à minima en position de faiblesse pour ensuite le plier à la volonté populaire, puis aux réformes nécessaires. Aller partager des gouvernements d'union nationale, alors même que le même système qui a toujours empêché l'alternance par les urnes demeure intact, eh bien pour moi, cela constitue une hérésie politique. Alors, voilà pourquoi, mes chers compatriotes, quand on combat un régime de dictature comme celui des bongos, il y a des principes qu'il faut maintenir si on veut gagner un tel combat. Normalement, quand on veut mettre à mal une dictature, on ne négocie pas avec elle tant qu'elle est en position de force. On ne se réconcilie pas avec elle sans avoir mené la bataille qui force aux réformes libératrices. Ce qu'on fait en réalité, c'est isoler le régime en refusant toute idée de discussion, de négociation ou de réconciliation tant que l'on n'a pas mis ce régime en position de faiblesse, je le répète. Et on doit simplement organiser le départ immédiat des bongos et de leur régime par ce que j'ai souvent appelé la force démocratique de la rue. La seule voie efficace, je le dis, qui garantirait non seulement la rupture, mais aussi la réforme, passe par l'ingouvernabilité, chers compatriotes. Il n'y a qu'une ingouvernabilité basée sur des stratégies de défiance et de désobéissance civile qui mènera non seulement à la destitution des bongos et de leur régime par la force démocratique de la rue, mais aussi à une transition politique chargée de réformer notre système politique avant enfin d'organiser des élections dignes de ce nom, qui garantiraient que la personne élue serait véritablement celle que les Gabonais auront choisie. En d'autres termes, il nous faut revenir au principe de la DTE et donc construire un combat basé sur les principes de destitution, transition, élection. C'est cela, mes chers compatriotes, la seule voie. Or, le combat de la DTE nous interdit de participer à des élections perdues d'avance. Le combat de la DTE veut aussi dire que l'on n'a pas besoin d'attendre les élections de 2023 pour destituer le régime des bongos. Tout ce dont on a besoin, c'est organiser en symbiose avec le peuple l'ingouvernabilité et donc la prise de pouvoir par le peuple, par la force démocratique de la rue. À ce propos, il nous faut battre en brèche ici l'argument échappatoire dans lequel j'ai constaté les uns et les autres aiment à se réfugier pour expliquer leurs échecs. Depuis un moment, en effet, on entend ici et là que les leaders
ont tout fait pour chasser les Bongos et que c'est le peuple qui a trahi les leaders. Non, j'appelle ça des foutaises. Le peuple gabonais n'a jamais trahi personne. Le peuple gabonais a toujours été du bon côté de l'histoire. Il a toujours été au rendez-vous quand il l'a fallu. Mais en réalité, ce sont les leaders gabonais, les leaders de l'opposition, qui ont souvent trahi le peuple. En 1998, 1993, 1998, 2005, 2009, 2016, les Gabonais ont montré qu'ils ne soutenaient que les leaders qui leur promettaient la casse, la rupture, le radicalisme. Voilà où ont souvent été les Gabonais. Les leaders qui leur promettaient de ne jamais laisser voler leur vote. Voilà les leaders que les Gabonais ont souvent soutenus. Il se trouve qu'aucun des leaders qui leur ont fait ces promesses de prise de pouvoir n'a jamais pris le temps d'organiser ce peuple pour cette prise de pouvoir. Bien au contraire, ils ont souvent démobilisé ce peuple, soit en lui demandant de rester à la maison dans les moments où ce peuple avait besoin d'être dehors, soit en faisant des promesses de miracles politiques par lesquelles il leur disait simplement d'aller voter et eux feraient le reste avec leur carnet d'adresse. Curieusement, alors qu'ils n'avaient à aucun moment préparé ce peuple pour une insurrection, ces leaders se sont attendus comme ça à voir le peuple aller dans la rue, conquérir un pouvoir que les leaders avaient pourtant dit pouvoir obtenir par la simple force démocratique des urnes, c'est-à-dire sans engager le peuple. Et après, ils s'étonnent que le peuple ne soit pas mobilisable dans les moments les plus cruciaux. Mais c'est être hors sujet que d'attendre d'un peuple qu'on n'a pas préparé à l'insurrection, que tout d'un coup il se soulève, alors qu'il ne sait pas quoi faire dans ces moments-là. Et voilà que ces leaders se sont étonnés par la suite de ne pas voir ce peuple répondre aux mots d'ordre jetés un peu à froid, du style « Oh, je ne vous retiens plus » ou « Chacun doit prendre ses responsabilités », alors qu'on n'a préparé personne pour cette prise de responsabilité. Quand même, vous aussi. Non, mes chers compatriotes, la politique n'est pas mystérieuse, elle est mathématique. Elle est un peu comme dans la Bible, on ne sème, on ne récolte que ce qu'on sème. Vous ne pouvez pas semer des arachides et espérer récolter du manioc. Vous ne pouvez pas planter des patates et espérer récolter des mangues à la place. Non, mes chers compatriotes, quand on veut mobiliser un peuple pour l'insurrection, on le prépare à l'insurrection. On ne dit pas « Oh, je ne vous retiens plus » ou « Chacun doit prendre ses responsabilités » sans avoir au préalable montré, expliqué, éduqué, puis déployé la méthode par laquelle on aurait préparé ce peuple à ses responsabilités. Pour gagner le combat contre les Bongos, nous devons d'abord arrêter avec ce type de mythomanie politique. Et pour que la lutte de libération nationale des Gabonais puisse marcher, il nous faut changer de paradigme. Ce changement de paradigme passera avant tout par la réalisation que nous ne gagnerons pas ce combat avec des chefs politiques. Surtout pas ceux sortis du PDG qui traînent encore des casseroles et accointances PDGistes, trop lourdes, qui les déroutent de la capacité à mener un combat sincère. Il nous faut des chefs de guerre qui comprennent que ce combat ne se gagnera que dans la rue et que pour gagner, il faut organiser la rue. C'est tout. Pour gagner, il faut organiser la rue. On n'improvise pas la rue, on n'improvise pas les insurrections, on ne se lève pas à froid un beau matin pour dire « allez-y » alors qu'on n'a préparé personne. Il faut organiser, préparer et ensuite déployer. Voilà la méthode
qui permet les changements par la force démocratique de la rue. Il nous faudra aussi comprendre, surtout nous qui sommes dans la diaspora, que sans diminuer quelque forme de combat que ce soit, attention, toutes les formes de combat sont valables, mais sans diminuer quelque forme de combat que ce soit, il nous faut comprendre, nous dans la diaspora, que ce n'est pas dans les rues de Paris, de Washington, de Bruxelles, de Dakar ou de Londres que l'on gagnera ce combat. C'est dans les rues de Libreville que nous le gagnerons. Et le moment venu, nous de la diaspora devrons avoir le courage de retourner au Gabon avec nos équipes. Le moment venu. Pour mener ce combat sur le terrain avec ceux qui s'associeront à nous. Ce n'est pas en allant se mettre à genoux devant les Français que nous gagnerons ce combat. Et ce n'est certainement pas en gémissant chaque jour sur les méfaits de la France-Afrique, de la France sur Facebook, que les Gabonais gagneront ce combat. Non. La seule manière efficace de vaincre la France au Gabon passera nécessairement par l'éviction des bongos. Ceci est très mathématique. Si la France, comme certains aiment à le dire, est celle qui maintient les bongos au pouvoir, n'est-il pas alors logique, donc mathématique, que l'on s'organise pour chasser les bongos du pouvoir, ce qui fera perdre à la France les marionnettes qui lui permettent la mainmise sur le Gabon? Il me semble que cette solution est plus facile. C'est en fait une question qui, dans ce contexte, est facile et mathématique. Et on peut pousser le raisonnement plus loin et le placer dans un cadre plus stratégique. Par exemple, qu'est-ce qui est plus facile à vaincre, la France ou les bongos? Je vous pose la question. Si les Gabonais se mettent dans les rues demain, qu'est-ce qu'ils pourront défaire en une semaine ou deux, la France ou les bongos? Il me semble que autant cela pourrait nous prendre 2 semaines, dans le cadre d'un combat bien organisé, pour nous défaire des bongos, autant cela pourrait nous prendre 50 ans pour nous défaire de la France. Il faut donc, quelque part, à mon avis, savoir mener son combat. Pour moi, le raisonnement devient facile à mener une fois qu'on a posé cette équation de cette manière. Qu'est-ce qui est plus facile à vaincre, les bongos ou la France? Et donc la conclusion devient simple. Cette conclusion, c'est qu'il nous faut d'abord nous concentrer sur la cible bongo. Car chaque combat doit avoir des priorités, sans quoi, à poursuivre 1000 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Notre priorité pour le combat de libération nationale, ce sont les bongos. La France, c'est pour plus tard. Et pour cela, on n'a pas besoin de devenir anti-français pour vaincre les bongos. Tout ce qu'il nous faut, c'est comprendre que dans cette guerre asymétrique, vaincre frontalement les bongos est plus facile que vaincre frontalement la France. Et qu'en chassant les bongos, les Gabonais se donneront au moins l'opportunité d'un nouveau partenariat avec la France qui leur permettra de mieux diligenter leur avenir dans un contexte où la France ne pourrait plus venir décider qui doit diriger le Gabon à la place des Gabonais. Nous aurons au moins établi les critères de souveraineté qui clarifieront nos relations avec la France, permettant par la suite des rapports de coopération moins néocolonialistes, moins france-africains. Mais pour arriver à l'étape France, il faut d'abord finir avec l'étape des bongos. Et vous voyez qu'une fois cette analyse faite, chers compatriotes, vous voyez bien que la conclusion à cette équation est simple. Bongo doit partir, et avec lui son système. Chers compatriotes, ce que 2020 représente donc pour nous, c'est l'opportunité, non seulement de faire le bilan de ce qui a été tenté au cours des 30 dernières années de tentatives de changement politique au Gabon, mais aussi de savoir comment organiser notre combat. Ce bilan nous montre que nous avons pratiquement tout tenté au Gabon. Dialogue, négociation, partage du pouvoir, élection, sorcellerie, prière,
Tout a été tenté. Rien de ces choses n'a marché. La seule chose qui n'ait jamais été essayée, en fait, c'est une insurrection populaire en bonne et due forme qui, période électorale ou pas, serait spécifiquement préparée, organisée, puis déployée pour le but spécifique de mettre fin au régime des Bongos. Cela n'a jamais vraiment été tenté. On a eu quelques tentatives par les Gabonais eux-mêmes par-ci par-là en désordre, mais ça n'était pas organisé. Parce que certains de nos leaders n'ont jamais voulu embrasser ces combats-là. Et vous avez vu, avec le jeune Kelly Onda, la plupart de nos leaders sont restés silencieux, n'ont même pas su saisir cette occasion que le jeune homme leur avait donnée d'organiser le peuple et l'amener à quelque chose ce jour-là. Non, ils ont attendu, et on a même vu certains critiquer le jeune homme d'avoir tenté cela. Vous voyez, quand on dit on attend le moment déclencheur, mais combien de moments déclencheurs a-t-on eu au Gabon? Les prisonniers politiques qui ont été arrêtés en 2016, c'était des moments déclencheurs qu'un leader politique aurait pu exploiter pour dire personne n'ira en prison au Gabon. Et inviter les Gabonais à aller libérer ceux qui étaient en prison. Ça n'a jamais été fait. Et donc quand le jeune Kelly Ondo tente son coup d'État, nos leaders l'abandonnent au loup. Mais on préfère faire croire aux Gabonais que voilà, on pourra gagner ce combat par des miracles, comme des carnets d'adresses, des je ne sais pas quoi. Non, chers compatriotes. Voilà pourquoi il nous faut repenser notre combat, notre destinée, notre souveraineté. Et cette souveraineté, à mon avis, ne passe que par l'éviction des Bongo Ondimba, par la force démocratique de la rue. Je vous propose donc, en ce début d'année 2020, de commencer dès maintenant une autre approche, celle qui consistera simplement à organiser ce combat dans un contexte de convergence et de solidarité des luttes qui ne laisserait plus rien au hasard et qui permettra enfin aux leaders et à leur peuple, mais aussi à ceux qui se battent dans la diaspora, de parler d'une seule voix et ainsi d'accompagner leur discours par des actes de terrain qui soient de nature à mettre fin à la malédiction bongoïste. Et nous, de la diaspora, devons être prêts à aller au Gabon, appuyer ce combat. Ce n'est pas le régime des Bongo qui est difficile à défaire. Ce qui est difficile en réalité, c'est d'amener tout le monde à comprendre que le moment d'organiser la rue est arrivé. Et que pour cela, on ne dialogue plus avec les Bongos, on ne négocie plus avec les Bongos, on ne va plus à des élections perdues d'avance avec les Bongos, on ne partage plus le pouvoir avec les Bongos. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je ferai dans les toutes prochaines semaines des propositions visant à la mise en place d'une opposition de combat. Je dis bien une opposition de combat qui devra se doter non plus de chefs politiques. Les chefs politiques sont, on va dire, une race d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques, qui sont supposés évoluer dans un contexte démocratique parce qu'ils seraient dans un pays normal, avec des institutions normales, et donc un contexte politique normal permettant la pratique normale de la démocratie. Le Gabon est tout sauf une démocratie, et continuer à faire de la politique comme si le Gabon était une démocratie demeure un hors-sujet politique horrible. Il faut donc à chacun des leaders, des gens du moins, qui se prennent pour des leaders politiques, de comprendre que le combat initial contre les Bongos est un combat de destitution, est un combat d'éviction. Or, ce combat-là ne peut s'accommoder d'hommes politiques. Il faut que chacun d'entre nous se transforme en chef de guerre. Et c'est cela, mes chers compatriotes, qui est l'approche qui nous permettra d'en finir
Mes propositions viseront donc à la mise en place d'une opposition de combat qui mettrait de côté les approches électoralistes. Ne parlerait pas d'organiser 2023 pour des élections perdues d'avance, alors que nous avons entre 2020 et 2023, 3 ans qui demeurent une éternité au cours desquels nous pouvons nous défaire du régime des bongos. On n'a pas besoin d'attendre les élections présidentielles pour organiser ce combat et en finir. Donc je proposerai la mise en place d'une opposition de combat qui mettrait de côté les approches électoralistes pour se consacrer à ce qui aujourd'hui devrait être la priorité de tous, c'est-à-dire d'abord chasser les bongos du pouvoir et ensuite seulement parler d'organiser des élections libres et transparentes qui ouvriraient la voie de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la dignité pour tous au Gabon. Chers compatriotes, le temps des chefs de guerre est arrivé. Bongo doit partir. Vive le Gabon. Vive la République. Trois.